Président Trump qui arrive juste à temps pour notre panel américain. Il est à bord de sa limousine, mais il va monter à bord d'Air Force One. Il parle au téléphone, on ne sait pas avec qui, mais il s'en va donc pour le week-end à Mar-a-Lago. Ce soir avec nous, Alexandre Couture-Gagnon, Raphaël Jacob, Michel Cog. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas avec vous qu'il parle, en tout cas, clairement, puisque vous êtes bien là. Semaine marquée par les tarifs, bien sûr, mais qui culmine avec cette surenchère tarifaire avec la Chine. Quoi en penser, Michel C? Une guerre tarifaire, c'est comme ça que ça marche, jusqu'à temps qu'un des partenaires dise « OK, c'est assez ». Alors là, on est dans une guerre tarifaire un peu classique, là, mais il est bien clair qu'à un moment donné, ça va devoir arrêter. Et qui va être le premier à reculer, qui va être le premier à dire « c'est assez », ça, on peut pas le dire encore. Mais on note quand même que, si on regarde la semaine au complet, M. Trump avait imposé des tarifs à quasiment l'ensemble de l'univers, et c'est lui qui a reculé. Alors donc, il est bien possible qu'il ne veuille pas aller beaucoup plus loin avec la Chine, même si ça serait pas très bon pour son image de tough guy, mais en attendant, c'est le consommateur américain et le consommateur chinois qui va payer. Et donc, le consommateur américain, c'est important. Ça peut être une source d'inflation. Et là-dessus, il va falloir que M. Trump surveille la situation. Alexandre? Les Américains sont vraiment inquiets de la diminution de leur pouvoir d'achat. Les Américains sont vraiment inquiets de la perte de valeur de leur fonds de retraite. Puis ça, je pense que ça joue beaucoup. Traditionnellement, quand on a des cours de sciences politiques, on dit toujours ce qui est la principale variable qu'il faut regarder si on veut savoir qui va gagner les prochaines élections, c'est le pouvoir d'achat des Américains, de la classe moyenne américaine. Puis j'en entends parler tout le temps autour de moi. Là. Tout le monde parle du prix des œufs. Tout le monde s'inquiète si c'est temps de changer son lave-vaisselle. Pour les Américains, c'est une source de stress constante. Puis de voir que le président dit qu'il va gérer ça en fonction de ses instincts, je pense que ça conforte même les plus grands économistes. Raphaël? C'est extrêmement complexe d'un point de vue politique parce que, d'un côté, Donald Trump joue carrément avec le feu spécifiquement en raison de ce qu'Alexandre vient de mentionner. C'est-à-dire que c'est l'enjeu de loin qui est numéro un et il y va de façon carrément débonnaire. Et au final, il va être imputable. On n'a même pas 100 jours de fait dans son administration et quand on sonde les Américains à savoir présentement qui est davantage responsable de l'état de l'économie, ce n'est pas son prédécesseur qui était là pendant quand même 4 ans. C'est déjà lui à cause ne serait-ce que de toute la place qu'il prend, de toutes les actions qu'il annonce à droite et à gauche depuis les 3 derniers mois. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que la dynamique canadienne, par exemple, par rapport aux tarifs américains, n'a rien à voir avec la perspective américaine. C'est-à-dire que de notre côté de la frontière, et c'est entièrement normal et compréhensible, en vertu de la structure économique du Canada comme pays, évidemment, un pays qui est axé d'abord et avant tout sur les exportations, surtout de façon disproportionnée vers les États-Unis. C'est une opposition mur à mur qu'on a face aux tarifs comme simple idée économique. Aux États-Unis, politiquement, je laisse le débat économique de côté un instant, là, mais politiquement, c'est loin d'être aussi noir et blanc que ça. Et la meilleure indication qu'on a, c'est de voir le positionnement des politiciens démocrates depuis les derniers jours, qui se gardent une sérieuse réserve pour ce qui est de critiquer de façon totale les tarifs comme idée. Ce qu'on dit, c'est ça peut être un bon outil dépendant comment on l'utilise. Et surtout lorsqu'il est question de la Chine, il faut réaliser qu'aux États-Unis, encore une fois, on a un conflit essentiellement indirect entre, ou tout au moins un conflit froid entre deux grandes puissances. Oui. Donc, l'incitatif que Xi Jinping a de son côté, c'est de ne pas reculer, ne serait-ce que pour les membres de son parti, du Parti communiste chinois, ne veut pas avoir l'air faible. Mais du côté américain, il y a un incitatif aussi pour Donald Trump de ne pas reculer parce qu'il y a un appétit qui est majoritaire aux États-Unis pour imposer des tarifs réciproques à la Chine. Pas à des pays comme le Canada, mais à la Chine, oui. C'est là que ça devient très complexe comme dynamique d'un point de vue politique. Mais ça ne pourra pas perdurer dans le temps, cet affrontement entre les deux plus grands joueurs économiques du monde, finalement, Michel C. Non, ça ne peut pas jouer éternellement. Et d'autre part, ça va avoir un effet sur le consommateur américain. Oui. Même si politiquement, c'est une bonne chose, dit-on, de faire des tarifs contre la Chine, promenez-vous sur le site d'Amazon, puis regardez le nombre de produits qui sont fabriqués en Chine puis qui sont vendus aux États-Unis par Amazon. Si c'est bien sûr que le prix de ces produits-là va augmenter de façon
réelle. Donc, ça va jouer sur l'inflation. Alexandre le disait très bien, là. Puis à un moment donné, ça devient le prix des œufs et du pain. Et là, les gens commencent à le sentir vraiment dans leur vie quotidienne. Alors, c'est ça qu'il faut voir. M. Trump a dit, c'est le plus beau mot de la langue anglaise, je vais commencer à en mettre à tout le monde. Et finalement, il a arrêté parce qu'il a vu que ça faisait un problème à la bourse et ça faisait un problème sur le marché obligataire. N'oublions pas que la dette américaine est énorme et qu'il faut la financer. Alors, donc, il n'a pas les mains libres dans cette affaire-là. Il doit faire très attention. Alors, ça peut... Là, actuellement, c'est politiquement populaire d'attaquer la Chine. Quand on verra les prix augmenter sur les produits chinois, et il y en a beaucoup, on verra si ça marche encore. Parce que là, on a une nouvelle indication, c'est l'indice de confiance des consommateurs qui est en baisse. On parle d'un plongeon de 11 l'indice de Michigan, comme on l'appelle. C'est le deuxième taux le plus bas depuis 1952, Alexandre. Oui, les consommateurs sont vraiment inquiets du futur de l'économie américaine. Les consommateurs ont peur de perdre leur pouvoir d'achat. Ils ont aussi peur que l'inflation augmente énormément. On le voit, l'indice. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est l'indice de confiance des consommateurs qui pensent qu'il va y avoir une récession. Puis il y a le même institut là, dans la même université au Michigan fait aussi une enquête sur les prévisions des consommateurs quant à l'inflation. Puis l'inflation, les consommateurs n'ont jamais pensé qu'elle allait autant augmenter depuis 1981. La Fed aussi, la Banque centrale des États-Unis, a émis des commentaires comme quoi elle ne savait pas comment s'y prendre, elle ne savait pas si elle devait faire augmenter ou baisser les taux d'intérêt parce que si l'inflation augmente, elle devrait augmenter le taux d'intérêt pour réduire les pressions, mais d'un autre côté, s'il y a trop d'emplois, elle devrait faire le contraire. Donc, elle est comme prise entre les deux, là. Puis, ça cause énormément d'inquiétude au sein de la population américaine. Même les sénateurs républicains, comme par exemple Ted Cruz au Texas, qui est définitivement en faveur de Donald Trump, ont dit qu'ils étaient un peu inquiets, que les consommateurs américains pourraient tenir peut-être 30 jours, peut-être 60 jours, mais semble avoir indiqué que la limite était 90 jours. Donc, on sent qu'en coulisses, au sein du Parti républicain, il y a beaucoup de dissensions à l'égard des politiques économiques de Donald Trump. Puis on sait aussi qu'entre Navarro et Musk, les conseillers proches de Donald Trump, c'est pas la même vision. On est donc en suspens là, avec la Chine. On ne sait pas qui va appeler qui, la Maison-Blanche, en tout cas Mme Leavitt. On va aller l'écouter, tiens, puis on va rebondir là-dessus après. Est-ce qu'on peut l'écouter? Ça s'en vient, me dit-on? Est-ce qu'elle n'est pas très loin? Sinon, on peut la paraphraser. If China continues to retaliate, it's not good for China. The United States of America is the strongest, best economy in the world, as evidenced by the more than 75 countries who have called the administration immediately to cut good deals. So the president wants to do what's right for the American people. He wants to see fair trade practices around the globe, and that's his intention and his goal. Donc, ce sont les buts de l'administration Trump. Raphaël, avez-vous l'impression que les États-Unis s'isolent et la Chine s'isole, chacun de son côté, finalement? Bien, quels sont les buts? La réalité, c'est que la réponse à cette question-là dépend de la personne à laquelle on la pose, l'heure de la journée et de la journée. Ben oui. On a tout entendu à son contraire depuis ne serait-ce que la dernière semaine. Donc, il faudra voir qu'est-ce que vont faire les États-Unis, la Chine. Aucune espèce d'idée. Vous savez qui ne peut pas non plus vous donner une réponse claire? Le président américain lui-même. Lorsqu'on lui a posé la question hier à la Maison-Blanche à savoir qu'est-ce qui va se passer pour ce qui est du conflit entre les deux plus grandes économies de la planète, sa réponse a été, et je le cite, de dire on verra ce qui se produira. Ça, c'est synonyme, Catherine, pour dire j'ai aucune espèce d'idée de ce qui va se produire. Un petit point additionnel sur l'indice de confiance de l'Université du Michigan et sur les marchés obligataires. D'abord, avant tout, ravi de le voir mentionné et montré à l'écran. J'ai passé la dernière campagne électorale à en parler pour dire que le Parti démocrate qui était au pouvoir était dans le trouble. Parce que depuis que cet indice-là existe, il n'y a jamais eu un parti qui est au pouvoir qui avait été réélu avec un niveau qui était en bas des 80. Regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. Non seulement à 50, on est plus bas qu'on était sous les démocrates. Et là, évidemment, le parti qui est au pouvoir, c'est le Parti républicain, c'est le parti de M. Trump. Donc, c'est vrai que c'est un indice qui ne ment généralement pas et qui est problématique maintenant pour la nouvelle administration. Pour ce qui est des marchés obligataires, Michel en parlait, je tiens vraiment à mettre l'emphase là-dessus. Parce qu'on a eu on le sait, on devrait le savoir après maintenant une semaine, des reculs historiques en bourse. Ça n'a pas fait broncher, tout au moins publiquement, M. Trump et ses conseillers. Mais en moins de 12 heures, lorsque là, il a commencé à avoir de l'agitement problématique, inquiétant dans les marchés obligataires, ça a pris rien de plus pour qu'on fasse ce 180 degrés spectaculaire-là. Quand vous avez une dette nationale de maintenant près de 40 000 milliards de dollars et qu'un de vos banquiers principaux, ça s'appelle la Chine,
la suite des choses s'annonce pour le moins intéressante et intrigante. Et à ce moment-là, les démocrates, Michel C., ont accusé le président Trump d'avoir manipulé Wall Street avec une publication sur Truth Social. On va la revoir. Ça, c'était juste avant qu'il ne prenne la décision de suspendre ces tarifs réciproques. Il a appelé les gens à acheter des actions. Puis on dit, les démocrates disent, il faut enquêter là, parce que c'est un délit d'initié, tout ça. Un délit d'initié, d'abord et avant tout, c'est un complot entre quelques personnes. Quand on fait un tweet sur Truth Social pour dire... C'est pas quelques personnes. Quelques personnes, oui. Et là, quand on fait un tweet sur Truth Social, c'est pas quelques personnes. Alors, dire que c'est un conflit... Bon, les démocrates ont tellement peu d'arguments ces temps-ci que je comprends qu'ils essaient celui-là, mais c'est pas un délit d'initié. Est-ce que des gens ont pu profiter de ça? Sans doute, mais ça ne devient pas pour autant un délit d'initié. Bel essai, les gars, mais faites autre chose la prochaine fois. Mais il y a le résultat quand même net de tout ça, c'est la réputation de M. Trump comme génie économique. Il aime se présenter comme ça. Et là, sa première grosse initiative en économie a mal tourné. Et ça, bien sûr, ça va avoir des conséquences politiques. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Ah, bien, peut-être qu'il ne connaît pas ça autant qu'il nous l'a dit. Peut-être qu'on doit se méfier maintenant de ce que M. Trump dit sur la scène économique internationale, entre autres. » Et la question de l'impact sur la crédibilité des membres de sa propre équipe. On parlait de M. Navarro il y a un instant. Qu'est-ce qui arrive à la crédibilité de ce bonhomme-là? M. Tariff, à la crédibilité de Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, à la crédibilité de Jimmy Greer, le représentant américain en matière de commerce. Tous ces gens-là sont sortis dans les jours, dans certains cas, dans les heures qui ont précédé le 180 degrés de Trump pour dire de façon catégorique, les tarifs sont là pour rester. Ils ne sont pas des outils de négociation. On va les garder en place tels qu'ils sont, sans exemption, sans suspension, parce que ce qu'on veut, fondamentalement, c'est restructurer l'économie américaine seulement pour se faire carrément déculotter sur la place publique par leur patron. Donc, la prochaine fois que ces gens-là vont être devant un comité du Sénat, de la Chambre, en entrevue, et qu'on va leur poser une question à savoir que va faire l'administration américaine par rapport à une politique économique X, Y, Z, qui va croire ce qu'ils ont à dire? Il y a ça aussi, et c'est un résultat direct du style de gestion du président. Une fois que ça s'est dit, je souligne le gros bon sens de Michel sur la question du délit d'initié. Franchement, ça fait du bien à entendre. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé. Écoutez, je veux simplement ajouter ceci rapidement, Catherine. Je n'en ai jamais commis, je ne prévois pas en commettre, mais je peux vous dire une chose, si je le faisais un jour, la dernière chose que je ferais, ça c'est de l'écrire en lettres majuscules sur les réseaux sociaux. Personnellement. C'est dit. On va parler un peu d'immigration, parce qu'ici, on en parle moins, bien sûr, quoiqu'il y a des conséquences quand même. Entre autres, on le voyait sur certaines universités dans l'Ouest qui vont attirer des étudiants américains à cause des politiques de Trump. Finalement, on a peur, on quitte les États-Unis. Mais en immigration, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ces tribunaux qui mettent à l'épreuve, entre autres, les offensives anti-migrants de Donald Trump. On va parler de Kilmer Abrego Garcia, ce résident du Maryland, expulsé par erreur le 15 mars. La Cour suprême, là, Alexandre, qui demande de faciliter son retour. D'abord, réaction de Caroline Leavitt, puis on revient ensemble après. Décidément, elle est loin, Mme Leavitt, ce soir. Supreme Court made their ruling last night very clear that it's the administration's responsibility to facilitate the return, not to effectuate the return. I believe the Department of Justice just filed another brief in the lower court. I would defer you to that for any updates. Donc, faciliter son retour, qu'est-ce qu'on peut penser de la suite, Alexandre? C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Hier soir, la juge qui était de la Cour inférieure à la Cour suprême, tout de suite, dès qu'elle a entendu le jugement ou la décision plutôt de la Cour suprême des États-Unis, elle a tout de suite demandé au département de la justice de lui fournir des documents. Elle leur a donné jusqu'à 9h30 ce matin. Les avocats du département de la justice ont dit qu'ils n'avaient pas reçu les documents de la part de leurs clients, donc finalement le gouvernement américain. Puis elle leur a donné jusqu'à 11h30. Finalement, la juge Chennis est tellement désespérée du département de la justice américain, trouvait qu'il retardait tellement les procédures qu'elle leur a demandé de lui faire des mises à jour
quotidienne sur ce qui se passe, sur ce que tout le département de la justice fait pour faire revenir le Abrego Garcia, donc un citoyen du Salvador qui a été retourné à cause d'une erreur administrative au Salvador, qui n'aurait jamais dû y retourner, qui est marié à une citoyenne américaine, puis qui a un enfant autiste. C'est un cas finalement emblématique de ce qui se passe pour les immigrants américains dont plusieurs ont peur d'être expulsés du pays ou de voir leurs droits brimés. Puis il y a toutes sortes d'autres causes, les numéros de la sécurité sociale, l'Agence du revenu des États-Unis, toutes sortes d'autres agences qui ne procèdent pas comme elles le faisaient auparavant à l'égard des immigrants. Ce bras de fer entre les tribunaux et les politiques du président Trump, est-ce que ça va évoluer encore, Michel C? D'abord, notons que c'est la première fois que cette Cour suprême-ci dit non à Donald Trump, ce qui n'est pas rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'évolution possible. Si le président n'obéit pas à un ordre de la Cour suprême, on est dans une crise constitutionnelle. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. C'est ça que ça va être. Il y a trois pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif, qui est le président, qui sont égaux dans la Constitution américaine. Co-equal est le mot qu'on utilise aux États-Unis. Si le président décide qu'il est au-dessus des deux autres pouvoirs, les deux autres pouvoirs ont le droit et même le devoir de le rappeler à l'ordre. Et ça fait depuis littéralement le moment où M. Trump a prêté serment, où on commençait à dire il y a un danger de crise constitutionnelle, il y a un danger que le président dise « moi, je n'ai pas à obéir aux décisions des tribunaux ». Si ça arrive, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans le système politique américain. Raphaël? Oui, le mot-clé, évidemment, étant « si ». Une fois que ça s'est dit, ce qui est intéressant, c'est de voir l'espèce de débat sémantique qu'on va avoir. Parce qu'avant même de pouvoir déterminer est-ce que le président se met au-dessus de la loi, ou je devrais dire au-dessus des jugements des tribunaux, encore faut-il qu'on s'entende sur ce que veulent dire les jugements. Donc, l'espèce de jeu de mots qu'on a entre la Cour suprême, la Cour inférieure et l'administration Trump, c'est quoi la différence entre faciliter le retour du migrant et effectuer? Et c'est intéressant parce que la juge qu'Alexandre mentionnait il y a un instant, dans ce qu'elle a émis comme directive additionnelle dans les heures, les minutes même qui ont suivi le jugement de la Cour suprême, c'était de dire « parfait, donc on ne peut pas forcer l'administration américaine de M. Trump d'effectuer le retour. On va lui demander de prendre toutes les mesures pour faciliter. » Donc là, rendu là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne le sait pas. Donc, ce genre de bras de fer-là, on va le voir, je crois, assurément répété à plus grande échelle. Et un petit point, M. Vance, le nouveau vice-président, pendant la campagne électorale, disait que le premier facteur qui viendrait peut-être dérailler les plans de l'administration, la future administration Trump-Vance, elle devait être élue, ça serait le moment ou les moments à partir desquels on verrait des familles se faire déchirer, des gens qui avaient une cote de sympathie publique importante se faire expulser. On a peut-être un premier cas majeur de la sorte avec ce type-là. Je vais rebondir sur l'immigration, Alexandre, parce que vous nous faisiez remarquer une autre histoire qui est sortie aujourd'hui. On parle de 6 000 immigrants qui se sont vus supprimer leur numéro de sécurité sociale. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ils ne peuvent plus avoir accès à rien. Ils sont comme s'ils étaient morts, finalement. Est-ce que c'est une pression de plus pour qu'ils quittent les États-Unis, ça? C'est ça l'intention du gouvernement. Donc, apparemment, DOJ a fourni les noms de plus de 6 000 personnes aux États-Unis qui seraient sur une liste de terroristes ou soupçonnés de terrorisme. Mais bon, dans ces 6 000 personnes-là, il y avait des mineurs, là, notamment des personnes de 13 ans. Donc, ils sont sur la liste des personnes mortes selon le Bureau de la sécurité sociale des États-Unis. Alors, ils peuvent plus avoir d'hypothèque, ils peuvent plus avoir de carte de crédit, de compte de banque. Administrativement, là, leur vie va devenir chaotique. Ils peuvent toujours essayer de prouver à au Bureau de la sécurité sociale qu'ils sont pas morts, mais ça, apparemment, c'est excessivement complexe à faire. Puis là, on a ça qui s'est passé, mais on a aussi IRS, l'Agence du revenu des États-Unis, qui avait toujours promis de ne pas partager les numéros de taxes internationales, d'espèces de code de sécurité sociale là, avec les agences d'immigration du pays. Puis là, elle va le faire pour
pour la première fois, alors qu'elle avait toujours promis aux immigrants, qu'elle leur disait « Payez s'il vous plaît vos impôts, on promet qu'on ne donnera jamais vos adresses aux agences d'immigration. » Puis là, ben, IRS, l'Agence du revenu des États-Unis, l'a fait. Tous les plus hauts dirigeants de l'Agence du revenu des États-Unis ont laissé tomber leur emploi, ont démissionné pour s'opposer à cette nouvelle directive-là, cette nouvelle réglementation-là. Mais c'est surprenant de voir à quel point l'administration Trump prend des mesures pour que les migrants quittent d'eux-mêmes le pays. Pour éviter des scènes comme on a vu au début, probablement, après ce retour à la Maison-Blanche. Le temps nous manque. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez du bilan de santé annuel du président Trump. Mais on ne l'a pas encore reçu, ce bilan-là. On peut penser, Raphaël, à voir votre sourire, qu'il est en très bonne santé? On a tout simplement, Catherine, à se laisser, je crois, sur ceci. Pendant sa première campagne à la Maison-Blanche, son médecin avait dit que c'était le président qui serait le plus en santé depuis George Washington. Ouais. Quand on entend ça, de quoi est-ce qu'on a besoin de plus? Et ensuite, on a appris qu'il avait dicté le dossier médical à son médecin. Alors, c'est docteur Donald Trump, finalement. Pourrait vivre jusqu'à 200 ans s'il mangeait mieux. Merci beaucoup à vous trois. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut.